Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé. Merci de nous suivre en FM sur 88.4 et sur YouTube. Bienvenue à tous. Le monde entier a célébré la Journée mondiale de la santé le 7 avril dernier sous le thème Notre santé. Ce thème, selon les experts, constitue un rappel opportun du lien inextricable qui existe entre la planète et notre santé au moment où la charge épidémiologique due aux maladies non transmissibles et infectieuses est en augmentation, tout comme l'incidence des problèmes liés au climat. De quelle manière l'environnement influence-t-il notre santé et quelles sont les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains et celle de la planète? Nous allons donc tenter de répondre à ces questions avec notre invité du jour. C'est le professeur Justin Amassoumou. Il est directeur exécutif du CIGER, ce centre interdisciplinaire de gestion du risque sanitaire et chercheur à l'INERB. Il est aussi doyen de la faculté de médecine vétérinaire à l'UPEN, Université pédagogique nationale. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour Madame Peggy Wabeno. Alors quelle est l'importance de l'environnement dans notre vie? Oui, Madame, quand nous parlons environnement, c'est tout ce qui nous entoure. L'environnement, c'est cet endroit-là où nous nous trouvons, c'est cette maison. L'environnement, c'est le quartier, là où nous sommes, c'est la ville, c'est le pays. L'environnement, c'est l'eau. L'environnement, c'est le sol. L'environnement, ce sont toutes les plantes que nous avons. Donc, bref, l'environnement, c'est cet espace dans lequel nous vivons. Effectivement, c'est cet espace dans lequel nous vivons. Il y a le micro-environnement un peu. Je peux parler de cette salle, de la maison, sinon macro-environnement, si on prend dans le sens du continent, de la planète, voilà, tout ce qui nous entoure, c'est dans l'environnement. Nous faisons partie de l'environnement, en fait. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la santé et l'environnement? Oui, en effet, d'abord, avant de parler du lien entre la santé et l'environnement, je voudrais insister sur le fait que l'environnement, tout comme l'homme, l'animal, la plante, la voiture, le stylo que je tiens ou le micro a une vie. L'environnement vit et c'est comme ça que l'environnement peut aussi tomber malade. Voilà pourquoi nous parlons aussi de la santé environnementale. Puisque maintenant nous savons il y a 4 grands secteurs quand on parle de la santé. Il y a la santé humaine, il y a la santé animale, dont là il y a les animaux domestiques, les animaux sauvages. Il y a la santé des plantes, même s'il y a des gens qui aiment mettre santé des plantes dans l'environnement, mais moi je suis de ceux-là qui aiment mettre ça de côté. Et il y a la santé environnementale. Il y a la santé de l'eau. L'eau peut être en bonne santé. Quand nous prenons l'eau, nous buvons, c'est parce que nous sommes sûrs qu'elle est en bonne santé. Elle est salubre, elle n'a pas de microbes, elle n'a pas de poussière. Mais à partir du moment où l'eau ne peut plus être n'est plus buvable parce que c'est sale, là l'eau est malade. Et c'est la même chose avec le sol, avec l'air. Donc l'environnement aussi intéresse la santé. Alors le lien entre l'environnement et la santé, je dirais en termes du lien entre la santé de l'environnement et la santé de l'homme et la santé de l'animal et la santé de la plante. En effet, il y a un lien entre les 4. Et c'est comme ça que nous pouvons voir aujourd'hui, par exemple, nous parlons de l'approche Une Santé parce que nous voulons vraiment que les acteurs qui œuvrent au niveau de ces différents secteurs travaillent ensemble. Pourquoi ils doivent travailler ensemble? Hier, avant-hier, on voyait plus les maladies comme si ça se transmettait entre les humains. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a des maladies, je prends la malaria. La malaria, c'est une maladie qui vient de l'environnement. Et là, vous voyez directement le lien entre l'environnement et la santé. Donc, quand notre environnement est malade, nous avons des ruisseaux mal entretenus, les moustiques vont pondre les œufs et toutes les larves qui deviendront les moustiques viendront nous piquer et nous allons tomber malades. Donc, l'environnement
qui est insalubre fera que nous puissions tomber malades et il y a un lien direct. Et on peut avoir aussi le lien entre l'environnement et la santé des animaux, l'environnement et la santé des plantes. À l'exemple de la Covid. L'exemple de la Covid, par exemple, puisque quand nous parlons de l'environnement, bien sûr qu'il y a cet environnement physique, un peu comme nous parlons de l'eau, de l'air, du sol, ainsi de suite. Mais dans l'environnement aussi, nous parlons de tous ces animaux qui sont dans la nature. Nous les mettons aussi dans l'environnement. Et là, nous avons pu voir que ces animaux qui étaient dans l'environnement, qui étaient malades, pouvaient très facilement affecter l'homme. Et il y a une grande pandémie qui a secoué le monde, tout simplement à cause d'un problème qui était parti de l'environnement. Vous avez dit que l'environnement peut tomber malade. C'est à ce moment-là que ça peut affecter l'homme. Mais qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qui est à la base? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs, mais le plus grand facteur, c'est l'homme. C'est-à-dire? C'est l'homme qui est à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a certains facteurs difficilement contrôlables par l'homme. Nous voyons les séismes, nous voyons des tremblements de terre et qu'on sort parfois que l'homme ne peut pas directement contrôler. Mais beaucoup de problèmes environnementaux que nous avons aujourd'hui, que ce soit le micro-environnement devant votre parcelle, vous allez voir des gens jeter la saleté, jeter des immondices. C'est l'homme qui rend l'environnement insalubre. C'est nous qui prenons les déchets de nos maisons et nous les déversons dans les rivières. C'est nous qui prenons nos fosses septiques et nous les évacuons directement dans nos rivières. Et à partir de là, la maman qui utilise cette eau pour laver les assiettes, pour laver les habits, pour se laver, elle tombe malade. Donc, c'est parti d'un homme qui a posé un acte et il y a les gens qui vont tomber malades de l'autre côté. C'est nous qui avons des industries et au lieu de prendre l'eau ou les déchets industriels et les recycler, nous disons non, nous prenons tout, nous déversons dans la rivière Njili ou fleuve Congo, les poissons récupèrent, les pêcheurs prennent le poisson, nous mangeons le poisson et nous tombons malades. Donc, le premier facteur, c'est l'homme qui est à la base de la dégradation de l'environnement. Là, on met l'accent beaucoup plus sur la personne qui agit un peu de manière incivique, mais lorsqu'on pratique l'élevage ou lorsqu'on pratique l'agriculture ou bien la pisciculture, est-ce qu'en ce moment-là, l'environnement aussi peut constituer un danger pour la santé humaine? Effectivement, madame, et c'est pourquoi nous parlons du développement durable. Nous devons vivre, nous le savons, nous devons boire de l'eau, nous devons préparer. On ne dira pas que les gens ne puissent pas préparer. Nous devons préparer, nous devons avoir du boulot, les usines et consorts. Et quand nous parlons du développement durable, c'est-à-dire que j'ai des besoins aujourd'hui et mes besoins pour les combler, je dois utiliser des ressources. Mais je dois faire un effort pour que les ressources que j'utilise ne puissent pas affecter les ressources des générations futures. Donc, pratiquer de l'élevage, oui, vous allez voir de plus en plus aujourd'hui, il y a des gens qui élèvent la voix pour dire nous ne devons plus pratiquer l'élevage comme ça. C'est-à-dire, oui, nous devons le faire, mais nous devons faire attention à certains effets de ce que nous faisons. Et c'est ça le développement durable. Essayez de réfléchir au-delà de l'argent que je veux produire, au-delà de la nourriture que je veux produire, au-delà de cette activité que je veux réaliser. Quel effet cela peut avoir sur l'environnement? Et aujourd'hui, beaucoup de projets, nous sommes dans la gestion de projets, comme vous voulez, on évalue toujours les projets, on voit les aspects économiques, oui, financiers, comme vous voulez, il y a les aspects sociaux, mais il y a aussi les aspects environnementaux. On étudie le tout, on fait la balance et on dit ça c'est un bon projet, c'est un mauvais projet. Un projet peut être très bon. On peut dire aujourd'hui à Kinshasa, on a découvert de l'or par exemple, c'est bien, on va extraire de l'or, on va faire de l'argent, mais si cette extraction va faire que les gens puissent tomber malades, des maladies respiratoires, beaucoup de problèmes, et que cela peut avoir un effet beaucoup plus important que l'argent qu'on aura, à ce moment on dira c'est un bon projet, mais on ne saura pas pratiquer à cause des effets sur l'environnement. Donc il y a des choses que nous pouvons réaliser, nous devons réaliser, mais il faut toujours arriver à atténuer. C'est pourquoi nous faisons des études d'impact environnementaux, donc dans chaque chose, en principe, que nous devons réaliser, même dans notre pays, on dit qu'on va jeter un pont ici, il faut des études environnementaux, il faut voir le risque environnemental, il faut voir le risque sanitaire
Hein. Souvent, nous ne le faisons pas. On dit non, nous voulons faire ceci. On le fait d'abord. Après, on se rend compte qu'il y a des effets, mais c'est trop tard. On a déjà investi. Et après, on va chercher à résoudre les conséquences des effets. Et parfois, ça devient trop tard. On ne peut plus rien faire. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Tout ce que nous faisons, c'est bon. Mais si on ne tient pas compte des effets sur l'environnement, sur la santé, et à la longue, ça aura un impact beaucoup plus négatif. Donc, par là, on peut dire que, en fait, affirmer peut-être que l'environnement est un déterminant de la santé. Absolument. L'environnement, c'est un déterminant de la santé, un peu comme nous l'avons dit. Regardez seulement, nous avons toujours besoin de l'eau. Nous avons besoin de l'eau. Et si cet eau tombe malade, combien de gens vont tomber malades à partir de l'eau, l'air que nous respirons? Mais nous respirons l'air pollué, l'OMS le dit. Oui, l'OMS le dit, nous respirons l'air pollué. Bon, je sais qu'il y a, on devra nuancer un peu, hein, si nous prenons les pays industrialisés. On n'a pas les mêmes problèmes. Les problèmes environnementaux dans les pays industrialisés et les pays sous-développés, c'est pas de la même manière. On sait qu'il y a des villes où on ne peut pas vivre à cause de toutes ces usines, à cause de tous ces camions. Et le degré de pollution est très, très élevé. Mais il y a des endroits, hein, où, moi, dans le cadre de nos activités pastorales, nous vivons en brousse là-bas. Il y a des endroits où vous respirez de l'air frais. Hein, là où vraiment l'environnement est protégé, il y a très peu d'impact des activités humaines sur l'environnement. Et tout ça, ça doit être étudié, un peu comme nous l'avons dit, impact environnemental. Et c'est là qu'on peut caractériser, hein, il y a des endroits où l'air est très pollué, là où l'air est pollué, là où l'air est moins pollué, et voir dans tous ces endroits, parce qu'il n'y aura pas les mêmes causes qui seront à la base de la pollution de cet environnement. Et là, c'est l'importance d'avoir toujours des observatoires. Puisque si nous prenons Goma, par exemple, Goma, moi j'ai toujours dit, c'est vraiment un très bon milieu pour faire les études environnementales. D'une part, nous avons le volcan de Nyiragongo. Ça libère de la fumée matin, midi et soir. Et toute cette fumée, elle est toxique. Les gomatraciens sont exposés? Ils sont exposés. Les gomatraciens sont exposés, il y a le volcan. Les gomatraciens sont exposés, il y a le lac qui est là, avec le gaz. Mais déjà, le lac, avec tous les organismes et micro-organismes, le choléra, c'est le lac aussi, et il y a d'autres maladies qu'on peut contracter à partir de là. Et surtout, c'est le même lac que les gens vont utiliser pour boire, et c'est le même lac parfois où les gens vont déverser leur conduit de fosses septiques. C'est un problème. Et à côté, vous avez le parc, avec tous les animaux sauvages, et nous savons les animaux sauvages sont le réservoir des pathogènes. Donc, vous voyez, c'est une ville, une très belle ville, mais qui est dans un endroit où le risque de maladie est très élevé, et un endroit où il faut vraiment avoir des observatoires de la santé. Non seulement par rapport au volcan, mais aussi par rapport à la santé. Toujours évaluer les degrés de pollution de l'air, aller évaluer dans l'eau et aussi faire des études au niveau du parc pour voir le risque d'introduction des pathogènes ou des toxiques divers dans la population. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait vider la ville de ses habitants? Je pense que on videra... Pour préserver leur santé. On ne devra pas vider la ville, mais on devra faire des études d'impact, des études de risque. Hein, nous disons qu'il y a risque. Le risque zéro n'existe pas. S'il faut vider Goma, il faut d'abord commencer par vider Kinshasa. Puisque Kinshasa, quand vous regardez tout ce qui se passe avec les immondices et consorts, nous respirons de l'air pollué, vous l'avez dit, avec tous ces véhicules. Hein, et vraiment, l'air est pollué, nous le savons. L'eau à Kinshasa est polluée. Il y a des analyses parfois qu'on fait au niveau du laboratoire. Même certaines, je ne sais pas, compagnies ou sociétés, je n'en sais rien, qui nous vendent de l'eau dans des bouteilles. Vous les prenez, vous analysez. Il y a de ces eaux qu'on nous vend qui ne sont pas bien traitées, de bonne qualité, pas du tout. L'aliment que nous prenons, il y a des mamans qui nous produisent des légumes le long des chaussées, véhicules, goudron, l'air, légumes, et nous prenons, nous consommons. C'est pollué. Oui, on le passe sur le feu, on prépare. Oui, on prépare, on met des oignons, on met l'huile et consorts justement, et après on tombe malade. Et c'est comme ça qu'on est malade
Regardez bien, madame, faites des investigations, vous allez voir beaucoup de gens qui tombent malades à Kinshasa. On dit que c'est la malaria parce qu'il y a la fièvre et il y a des frissons. On donne des antipaludéens. La personne crève. Après, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est une croix et puis le produit n'a pas marché. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne cherche pas assez. Il y a beaucoup de maladies qui nous affectent dans nos grandes villes, mais qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de zoonoses, par exemple, nous, dans le cadre des investigations concernant le risque sanitaire, surtout les zoonoses, les maladies qui peuvent passer des humains aux animaux, des animaux aux humains, il y a beaucoup d'investigations que nous avons menées, même dans la ville de Kinshasa. Savez-vous qu'il y a la brucellose dans la ville de Kinshasa? J'espère que vous connaissez la brucellose. Est-ce que vous savez qu'il y a la toxoplasmose dans la ville de Kinshasa? Est-ce que vous savez qu'il y a la leptospirose dans la ville de Kinshasa? Vous n'avez jamais alerté. Je peux citer. Ah oui, on en parle. Il y a beaucoup d'investigations que nous menons. Vous en parlez dans vos réunions internes? Oui, vous avez raison, dans nos réunions internes, dans les publications scientifiques et maintenant à la radio, j'en parle. Si on a assez d'opportunités, nous pouvons parler de toutes ces maladies qui existent, qui sont chez les animaux, et nous consommons ces animaux, nous entrons en contact avec ces animaux et nous souffrons de ces maladies, mais qui sont ignorées par le personnel médical, jamais cherchées dans les laboratoires. Et ces maladies, comment est-ce qu'elles se manifestent et comment est-ce qu'elles affectent l'homme? Les manifestations, on peut avoir, c'est vraiment différent un peu. Vous avez vu Covid, il y avait plusieurs des manifestations. On peut avoir fièvre, on peut avoir température. Pour chaque maladie, on peut dire, voilà les différents symptômes. Mais il y a beaucoup qui sont autour de la malaria, autour des typhoïdes, autour de la grippe. Beaucoup de maladies qui se présentent comme la malaria ne sont pas malaria. D'ailleurs, à l'INRB, on a des projets. Il y a un projet Andemia, par exemple, qui travaille sur des fièvres qui ne sont pas malaria. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de cas de fièvre. On cherche pas lui, il y en a pas. Les plasmodium, il y en a pas. Donc, il y a autre chose. Et parmi ces maladies que j'ai citées ici, il y a beaucoup qui se transmettent aussi par la brucellose. Vous allez avoir la température, il y a des frissons. Vraiment, c'est comme la malaria, mais c'est une maladie que vous allez contracter en manipulant seulement une viande qui a des brucelles, en prenant du lait qui a des brucelles. Vous ne savez pas les voir à l'œil nu. Et quand vous allez à l'hôpital, dans des centres médicaux, on ne connaît pas cette maladie, on ne cherche même pas ça. On va vous bombarder avec des antipaludéens. Heureusement qu'on a dit maintenant, quand quelqu'un a la température, il faut toujours donner des antipaludéens. Mais quelque part aussi, ça force parce que en donnant les antipaludéens, on s'est dit, ok, nous soignons. Au lieu d'aller chercher la vraie cause, on dit, on continue comme ça et après, voilà, on peut perdre la personne parce que on n'a pas assez soigné. Et c'est là maintenant que je reviens, parce qu'on a parlé de une santé, l'importance de une santé. L'approche One Health ou une santé, parce que nous sommes rendus compte que toutes les maladies ne circulent pas seulement entre les humains. Et je vous assure qu'il y a très peu de maladies qui circulent entre les humains. Beaucoup de maladies dont nous souffrons, ça vient soit de l'environnement, malaria, typhoïde. Mais professeur, qu'est-ce qui a cassé la barrière pour que les maladies quittent chez les animaux et affectent l'homme? Il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. Si nous prenons l'environnement, commençons par l'environnement. On peut prendre les cas de l'environnement. On peut prendre les cas des animaux domestiques, des animaux sauvages, des plantes. Si on pourra voir le temps, on peut vraiment aller en profondeur. Commençons par l'environnement, parce que nous parlons de l'environnement. Qu'est-ce qui fait que la malaria puisse déranger aujourd'hui? Vous avez vous-même la réponse. Ce sont nos habitudes. Oui, vous l'avez dit. Ah ben oui, c'est ça qui a cassé, parce que le moustique, lui, il peut vivre. Il ne peut vivre que dans certains milieux. Mais le moustique, d'accord, le moustique a des pattes, a des ailes, a des yeux, et peut-être un sentiment ou tout ce que vous voulez. Mais le moustique ne peut pas se créer un environnement où il peut développer face. C'est nous qui créons cet environnement propice à la multiplication des moustiques. C'est nous qui nous approchons des habitats des animaux, par exemple sauvages. C'est nous qui changeons les habitudes alimentaires et nous allons jusqu'à manger des serpents, je ne sais comment, des animaux qu'on ne mangeait pas avant. À l'époque, il y a des animaux qu'on mangeait et ceux qu'on ne mangeait pas. Je ne voudrais pas vous évangéliser. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a des animaux d'abord que les gens devaient manger, qu'ils ne devaient pas manger, et après ainsi de suite. Et c'est pas pour rien.
Par exemple, quand Dieu dit qu'il ne faut pas manger le porc a beaucoup de maladies que l'on peut contracter. Donc, il y a tout ça, toutes ces habitudes-là, nous avons brisé, et c'est ça qui a fait que nous puissions être exposés à beaucoup de maladies qui jadis étaient éloignées de l'homme, mais maintenant ça s'est rapproché. Mais aussi avec le développement technologique, puisque maintenant, en tout cas au niveau du laboratoire, maintenant, on est capable, même s'il y a des virus qu'on ne connaissait pas, on peut prendre des prélèvements et dire non, ça c'est un nouveau virus et qu'on sort. Et c'est ça qui nous permet de déceler ce qu'on ne pouvait pas voir hier, avant-hier, avec la petite technologie qu'on avait hier. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons nous cause des problèmes. Alors, comment préserver notre santé? Comment préserver notre santé? Nous devons faire un effort pour d'abord préserver la santé de l'environnement. Nous devons commencer par la santé de l'environnement. Quand nous nous réveillons le matin, nous nous lavons, et nous mettons le parfum et tout ça. Nous paraissons, vous les femmes belles, nous beaux, comme on veut. Faisons la même chose avec l'environnement. Ayons des parcelles propres. Ayons des avenues propres. Ayons tous nos caniveaux là. Faisons que ça soit propre. Si la propreté, telle que nous le faisons pour nos corps, nous pouvons le faire pour nos animaux. Vous avez un chien, je ne sais pas si vous avez un chien, madame. Est-ce qu'il y a un vétérinaire qui passe pour regarder si ce chien est en bonne santé ou pas? C'est que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup d'animaux peuvent avoir des maladies sans pour autant, ou des pathogènes dangereux, qui peuvent vraiment affecter l'homme sans présenter des signes de maladie. Et c'est ça le problème. C'est ça qu'on appelle des réservoirs. Beaucoup d'animaux. Et ça, pour voir, il faut avoir l'œil comme là. C'est le vétérinaire qui doit passer et voir. Il y a des maladies qu'on peut éviter par la vaccination et tout. Tout ça, nous ne faisons pas. Nous accordons beaucoup plus d'importance à notre propre santé. Sur le plan individuel, et nous négligeons notre environnement immédiat, nos parcelles. Il y a des parcelles, si vous allez là-bas, vous entrez directement, vous allez voir, non, ici en tout cas, on doit voir des problèmes de ça et ça et ça et ça. Mais nous négligeons aussi la santé environnementale, la santé animale et végétale. Regardez le budget de la RDC, tout l'argent quand on parle de la santé, c'est la santé publique. Tous les partenaires qui viennent, ils vont à la santé publique. Toutes les actions, c'est autour des hôpitaux et consorts. Et nous oublions la source. La source, c'est l'environnement. Malaria sans roue, félicitations, tout ce qu'on fait comme travail avec des moustiquaires et consorts, mais la solution, c'est pas là. La solution, sont les caniveaux. La solution, c'est un monsieur qui vient avec un pulvérisateur et qui arrose avec les insecticides. La solution, c'est tout le monde qui doit éviter de surcharger nos ruisseaux, nos rivières et consorts. C'est là la solution contre la malaria. Donc, si nous pouvons faire un effort pour entretenir l'environnement, évidemment, avec ces animaux qui sont là, avec ces plantes qui sont là, comme nous nous entretenons nous-mêmes, et là, nous pourrons faire face à beaucoup de maladies qui nous dérangent aujourd'hui. Entretenir l'environnement, mais comment entretenir aussi ce que nous mangeons? Parce que là aussi, ça nous cause aussi des maladies. Effectivement. Ce que nous mangeons, nous allons entretenir, on dit de la fourche à la fourchette, ok? Donc, tout part du lieu de production au lieu de consommation. Donc, c'est toute la filière que nous devons gérer comme il se doit. Donc, à partir du fermier, le fermier doit produire dans de bonnes conditions. Le fermier doit être accompagné. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, même si on apprend qu'il y a une épizootie. Épizootie, c'est une épidémie chez les animaux. C'est pratiquement chaque semaine qu'on a des rapports des épizooties. Mais il n'y a pas d'intervention. Mais ces épizooties, ces maladies qui tuent ces animaux, ça peut être aussi des zoonoses, ça peut être aussi des pathogènes qui peuvent passer chez l'homme. Alors, si nous voulons entretenir notre alimentation, nous devons entretenir ces animaux déjà à la ferme. À l'époque, nous avions des moniteurs. Au niveau des villages, il y avait des moniteurs. Aujourd'hui, vous allez, il y a certaines provinces en RDC, madame, où il n'y a même pas un médecin vétérinaire. Comme ça s'est passé à Goma avec plusieurs vagues d'épidémies Ebola. Oui. Plutôt au Nord Kivu. Nord Kivu. C'était le Nord Kivu, il y avait Ebola, mais la RDC est connue à cause d'Ebola. Et aujourd'hui encore, Ebola, nous ne pouvons que attendre une autre épidémie parce que Ebola, on ne peut pas gérer ça au niveau de la population ou à l'hôpital, un peu comme je l'ai dit, c'est
au niveau de la forêt, là où se trouve le réservoir. Et c'est là que nous disons, quand nous parlons de l'approche Une Santé, c'est donner de l'importance à toutes ces santé-là. Donc, arriver à donner aussi les moyens aux environnementalistes pour faire des recherches dans leur secteur, donner le moyen aux médecins vétérinaires pour aller chercher ces pathogènes avant que ça ne puisse passer dans l'assiette, donner le moyen aux agronomes pour bien gérer les mamans qui produisent les légumes et consorts et le maïs avant que ça ne passe dans l'assiette. C'est ça le problème et c'est là que nous devons jouer et c'est par là que nous pêchons dans la plupart de nos pays où on accorde l'importance qu'à l'hôpital et non à toutes ces sources de pathogènes dont nous souffrons. Là, on a parlé de la nourriture que nous mangeons. Et qu'en est-il lors de l'eau que nous buvons? Vous avez également dit que l'eau, quand elle est polluée, quand elle devient malade, elle nous cause aussi des maladies. Oui, en effet, l'eau, nous en avons besoin. L'eau, c'est la vie. Mais l'eau que nous buvons, par exemple, si nous prenons dans le milieu rural, vous avez l'eau, c'est l'eau de source, c'est l'eau de rivière. Mais cette eau qui coule, ça va traverser des kilomètres et des kilomètres. Et pendant ce temps, il y a des activités humaines le long de la rivière. Si je viens ici, si vous prenez la rivière Njili à partir de la source jusqu'au fleuve, il y a beaucoup d'activités là-bas. Même si je prends l'Ukunga, l'eau que nous consommons ici, il y a beaucoup d'activités. Alors, si on ne protège pas, on continue à jeter les déchets dans cette eau, les déchets industriels, les déchets ménagers, les déchets de ferme et autres, la Régie des eaux peut fournir des efforts pour purifier cette eau. Si elle est trop polluée, ça finira par passer au niveau de notre robinet. Sans oublier le fait que beaucoup de gens chez nous ici n'ont pas accès à l'eau du robinet directement. Ils ne peuvent que puiser l'eau de rivière. Est-ce que nous entretenons nos rivières pour garantir une bonne eau à ces gens? Et il y a aussi des gens qui ne vivent que de l'eau des puits. Est-ce que nous entretenons l'eau des puits, sachant bien qu'il y a des toilettes à côté et il peut y avoir communication entre ces toilettes et ces puits et les gens vont prendre et consommer? C'est là tout le problème. Oui, c'est vraiment un sérieux problème. Mais comment arriver à assainir cette eau, surtout pour les personnes qui vivent dans l'arrière-pays? Dans l'arrière-pays, évidemment, bon, l'idéal aurait été que nous puissions avoir la Régie des eaux, si on veut la citer un peu partout. Mais il y a des possibilités aussi aujourd'hui d'arriver à produire une eau de bonne qualité, même dans nos villages. Il y a des possibilités de faire des forages en allant chercher l'eau au niveau de la nappe phréatique et surtout qu'à l'intérieur, nous avons nos nappes, en tout cas, sont de bonne qualité. C'est pas comme dans beaucoup de pays où même les nappes sont déjà polluées. Chez nous, ici, il y a encore possibilité. On peut faire des forages. Je sais, même chez nous, ici, en RDC, il y a des villages qui ont des forages et on va chercher de l'eau là-bas. Et il y a aussi des sources qui peuvent fournir de l'eau de bonne qualité, mais dans tout ça, il faut toujours un accompagnement des scientifiques pour aller faire des analyses. Déjà, nous le faisons même à Kinshasa. Au niveau du laboratoire vétérinaire, nous recevons des gens qui viennent avec des échantillons d'eau afin qu'on puisse voir si c'est de bonne qualité ou pas. C'est cet accompagnement, si on peut le faire, au niveau de l'arrière-pays, ça pourra déjà permettre aux gens d'avoir une eau de bonne qualité. Et si ce n'est pas de bonne qualité, on saura toujours ce qui a pollué, ça peut être des pathogènes, ça peut être d'autres polluants et à ce moment-là, on peut trouver des solutions pour assainir cette eau pour la population. Professeur Massoum, vous avez dit les problèmes liés à l'environnement des pays industrialisés et des pays en sous-développement ne sont pas les mêmes. Oui, ce ne sont pas les mêmes. On a des problèmes différents, on a des maladies différentes. Nous avons l'Institut de médecine tropicale là-haut. Mais il y a aujourd'hui des maladies qui sont importées. Oui, les maladies sont importées. Comment les maladies sont importées? D'abord, il y a le mouvement des gens, tout ça, ce qui fait que quelqu'un va quitter chez lui avec une maladie, il vient ici, il est pendant la phase d'incubation et puis la maladie va arriver chez nous. Les maladies sont importées par quoi? C'est importé par des bateaux qui viennent
de l'Asie, de l'Amérique, et les moustiques, parfois quand ils pondent les œufs dans ces bateaux, il y a de l'eau peut sécher, mais les œufs de ces moustiques, surtout pour Aedes, ça va rester là et après même 6 mois, 1 année, dès que ça arrive en Afrique, ça va éclore et s'il y avait des virus, ces virus vont arriver ici. Et c'est comme ça que la distribution des maladies aujourd'hui, à travers le monde, on ne peut plus dire que ça c'est une maladie de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. On ne parle plus de ça, on parle de la mondialisation, de la globalisation, même concernant la gestion des pathologies. Et c'est là que vous allez voir, par exemple, nous, au niveau de l'INRB, on a beaucoup de projets que nous réalisons avec des pays étrangers, mais qui sont très concernés par les pathologies que nous avons ici, parce qu'ils savent que toutes ces pathologies peuvent facilement être exportées vers leur pays. Alors, il faut qu'ils sachent quelles sont ces pathologies et qu'ils commencent déjà à prendre des mesures de telle sorte que si ça arrivait dans leur pays, qu'ils arrivent à faire face à ça. On a célébré le 7 avril dernier la Journée mondiale de la santé. Il y a un thème qui a été retenu qui est vraiment directement lié à l'environnement, notre planète, notre santé. Et en RDC, on a mis un accent sur la couverture santé universelle. Le thème, c'était notre planète, notre santé vers la couverture universelle santé. Qu'est-ce que cela représente? Ce que cela représente, madame, je pense que nous avons intérêt en République démocratique du Congo avec tout ce que nous avons. Quand même, notre pays, c'est l'un des pays où il y a beaucoup d'épidémies, ça nous le savons. En termes de nature des maladies, en termes de fréquence aussi. Nous avons un écosystème tellement riche au niveau du sous-sol, tellement riche au niveau du sol, tellement riche au niveau de l'eau, au niveau de la population, mais aussi tellement riche au niveau des pathologies. Et pourquoi sommes-nous affectés? On est affectés parce qu'on est riche aussi en pathologie. Du coup, il y a un poids, vraiment ça pèse sur la population, tout ce qui est maladie. Si toutes les personnes malades devaient aller à l'hôpital, tous nos hôpitaux seront débordés. En effet, nous devons aller vers la couverture sanitaire universelle, ça c'est vraiment important. Mais il y a des préalables. Parce que dans cette couverture, nous disons quoi? Il faudra que toute personne, là où elle se trouve, puisse avoir accès à des soins de bonne qualité et à un bon prix. Bonne qualité, d'accord, on mettra des hôpitaux, on va construire des hôpitaux partout. Aujourd'hui, le ministère de la Santé publique fait un travail extraordinaire au niveau de la santé publique. On produit des maîtrises, des médecins, on va les mettre partout, c'est bon. Mais à côté de ça, il y a aussi l'accessibilité. Les gens, est-ce qu'ils sauront faire face à tous ces soins? C'est là que ça pose problème. D'où, pour arriver à réaliser cela dans presque tous les pays où on a réussi, la première chose, c'était quoi? C'était d'attaquer les maladies à la source. C'est-à-dire, au lieu que vous puissiez aller à l'hôpital 10, 20, 30 fois comme ça se fait maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup de maladies qui circulent, on attaque la maladie à la source. Nous tomberons toujours malades, ça sera 1 fois ou 2 fois. La malaria aujourd'hui, par an, une personne peut aller 5 fois typhoïde, 7 fois, couverture sanitaire universelle, c'est l'État qui va payer. Mais si nous dégageons tous les caniveaux et qu'il y a l'incidence de la malaria baisse, quelqu'un tombe malade 1 fois, malaria typhoïde 1 fois, là l'État peut faire face, surtout nos États qui ont des budgets maigres, et ils pourront faire face. Donc, la solution, c'est santé environnementale, santé animale, santé végétale, avant de parler de la couverture sanitaire universelle. Sinon, on sera, comme on dit en anglais, overwhelmed, donc débordé par des problèmes. On va commencer, on ne saura pas continuer. Professeur Massoum, on chute déjà par rapport à notre émission. Vous avez dit santé animale, santé végétale, santé humaine, l'homme est le principal, reste le principal facteur, le principal déterminant? Oui, effectivement, c'est l'homme. C'est l'homme qui est à la base de tout ce que nous disons. Cela veut dire aussi que c'est facile à régler. Oui, mais comment agir sur l'homme pour qu'il puisse changer d'attitude, de comportement? Changement, oui, changement des mentalités. Nous devons changer de mentalité à tous les niveaux. On a vu qu'il y a plusieurs causes. Le gouvernement doit faire sa part. Le gouvernement doit donner les moyens, non seulement au ministère de la Santé publique, mais aussi au ministère de la Santé environnementale, de la Santé végétale et de la Santé animale.
on doit les mettre ensemble. Demain, après-demain, quand on aura un institut de santé publique qui va regrouper tout ça et qui fera de telle sorte que quand les partenaires viendront, ils ne vont pas aller au ministère de la Santé publique, mais à l'Institut, et on verra la maladie d'une façon holistique. Là, déjà, on va commencer à régler le problème. Que tous les partenaires qui sont là comme l'OMS, au lieu d'appuyer seulement le ministère de la Santé publique, mais commencent à appuyer aussi les autres santé, on va déjà commencer à régler le problème. Il y a des ministères sectoriels. Les ministères sectoriels sont là, mais les ministères sectoriels, s'ils n'ont pas de moyens, s'ils n'ont pas de partenaires, s'ils n'ont pas de ressources, j'ai dit qu'il y a des provinces qui n'ont pas de médecins vétérinaires. Il faut les engager, il faut les payer, il faut les équiper pour faire ce travail. S'ils n'ont pas ça, moi, vous me nommez aujourd'hui ministre. Aujourd'hui, tel que les histoires sont en train de se passer, demain, je démissionne parce qu'il n'y a pas moyen de travailler. C'est ça le problème. Donc, si tous ces ministres ont les moyens pour arriver à régler le problème sanitaire dans leur secteur, et après nous descendons au niveau de la population, parce que les ministères peuvent tout faire. Je crois que les ministères font aussi beaucoup, surtout si nous voyons le ministère de la Santé publique, mais aussi côté des animaux et consorts, mais il y a aussi la part de la population. Professeur, nous sommes la part de la population. On parle peut-être de l'assainissement du milieu. On essaie d'évacuer, de vider toutes les immondices qui se trouvent dans les caniveaux. Mais où doit-on les jeter? Oui, ça c'est l'organisation de la communauté. Évidemment, quand nous disons la population, ce n'est pas un individu à gauche, à droite, c'est toute la communauté. Il faut que nous puissions arriver à organiser nos communautés de telle sorte, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a vu en Occident, quelqu'un a des immondices, il sort ça. Son problème, c'est juste sortir et mettre à l'extérieur. Et il y a des véhicules qui viennent seulement prendre pour aller déposer quelque part, et il y a d'autres qui... Et des ordures ménagères qui sont triées. C'est trié parce que nous gaspillons, madame, nous gaspillons tout ce que nous avons comme déchets, des légumes et consorts. Ça pouvait être recyclé afin que nous puissions produire encore beaucoup de légumes et consorts. Ça, c'est ce que j'ai mis dans l'organisation de la communauté. Évidemment, au-dessus de la communauté, il y a le maire, il y a l'administrateur du territoire, il y a le gouverneur, ainsi de suite. Donc cette organisation, si on peut mettre ça en place dans le but du développement durable, tous ces problèmes pourront être réglés. Évidemment, ce coup de pouce doit être là parce que beaucoup de gens, parfois, quand ils posent des actes, un peu comme vous l'avez dit, il y a des gens qui le font parfois exprès, ils prennent les déchets, ils jettent dans le caniveau, après ils disent, mais je vais jeter ça où? Et quelque part, on peut dire que cette personne a raison, mais de toute façon, on pouvait trouver des moyens. Chez nous, il y a des pousse-pousseurs qui passent 2 fois par semaine pour ramasser ces histoires. Et il y a des villes, j'ai vu des villes en Afrique, même avec des petits budgets, et qui sont organisées telles que il y a des pousse-pousseurs qui passent, qui récupèrent tous ces déchets et qui vont jeter ça quelque part. Et nous devons arriver à ce point-là, et nous sommes capables. Quelque part où ça va encore générer des maladies. Ça va générer des maladies si on ne réfléchit pas bien. Madame, il y a des experts dans ce pays qui peuvent réfléchir, qui peuvent nous accorder des solutions durables. Je suis vraiment dans le développement durable. Regardez ce qui se fait aujourd'hui. On prend les immondices, on va jeter derrière le campus Mongafula là-bas. Vous savez ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que tous nos chiens qui ne sont pas nourris aujourd'hui, je causais avec une dame et dit, mais mon chien là, je dois toujours acheter demi-kilo de viande, mais nous mangeons le matembele. Ça dérange. À un certain moment, on ne s'est pas nourri. Et ce chien doit aller chercher à manger et il ne pourra aller que là où on jette les immondices. Malheureusement, les chiens se rencontrent là-bas, ils vont se bagarrer, ils vont se transmettre la rage et ils vont retourner maintenant pour, voilà. Et là où les chiens vont aller, malheureusement, c'est vers Mongafula, vers la province du Congo central, là où la rage est endémique avec le chacal et autres. Donc le chacal vient la nuit, le chien de Kinshasa vient la nuit pour chercher à manger. Le chacal transmet la rage au chien. Le chien, regardez la rage, c'est Kisenso. La rage, c'est Mongafula. La rage, c'est Ngaliema. Et c'est là, au niveau de toutes ces immondices qu'on jette là-bas, c'est juste question de réfléchir et dire impact environnemental. Nous avons dit toute activité, faire une étude d'impact sanitaire, impact environnemental. Si on avait demandé aux experts, on allait dire non, mettre ici c'est dangereux parce qu'il y a déjà le risque de transmission de la rage à partir du Congo central. Il faut aller mettre ça loin, là où on n'aura pas, puisque les chiens vont arriver, là où il n'y aura pas d'autres animaux pour contaminer les chiens autres. Mais sinon seulement il faut incinérer. Je sais, ça pose problème. On était parti dans un pays où on a vu des immondices. Moi, j'ai cru que c'était une montagne. J'ai dit, mais ça, c'est quelle montagne? Dit, non, ce sont des immondices. Beaucoup d'oiseaux et les avions qui passent par là, il y en a qui faisaient des accidents. Ce problème, c'est partout. C'est pas seulement la RDC.
bien sûr qu'on ne Oui, va pas mais dire à chaque OK. pays ses problèmes et à chaque pays ses solutions. Absolument. Donc, nous devons faire un effort pour faire une étude situationnelle de ce que nous vivons et arriver à développer des stratégies appropriées, adaptées à notre contexte afin de résoudre notre problème en y allant pas à pas. Et pour terminer, quelles sont les mesures à prendre d'urgence, bien dit, d'urgence, pour préserver la santé des êtres humains et celle de la planète? Les mesures à prendre d'urgence, c'est d'abord la conscientisation. Nous devons vraiment sensibiliser et vraiment nous partons à partir du sommet, nous l'avons déjà dit et nous insistons vraiment de ce côté-là parce que la santé de la planète, la santé de l'environnement, c'est tout ce que nous pouvons réaliser au travers de ces différents secteurs sanitaires, santé environnementale, santé animale, végétale et humaine. Donc, il faudra que nous puissions mettre l'accent sur toutes ces santé et non seulement la santé humaine, mettre ensemble tous ces secteurs sanitaires selon l'approche une santé, développer des lois contraignantes aussi, pourquoi pas, les usines qui déversent leurs déchets dans des rivières et toutes ces personnes qui ne veulent pas respecter, en tout cas, certaines mesures, il faut qu'il y ait le suivi, il faut qu'il y ait le châtiment, pourquoi pas, mais insister sur la vulgarisation. Comme cette émission, nous nous adressons à la population. La population doit savoir, nous commençons par la connaissance, il faut avoir la connaissance, et après, il faut avoir la volonté, donc insister, s'il y a déjà des mesures contraignantes, il y a la volonté qui va suivre et les moyens viendront après. Moyens en troisième position, d'abord connaissance et volonté puis les ressources. Donc si nous pouvons arriver à réaliser cela, pourquoi ne pas organiser des cours sur la santé environnementale dans nos écoles, écoles primaires, écoles secondaires. On a un cours sur le sida, premier grade, deuxième grade, troisième grade. Je me suis toujours demandé pourquoi seulement le sida. Mettons un cours sur la santé communautaire, sur la santé environnementale, deuxième graduat, sur la santé quoi, ainsi de suite. Et les enfants grandissent. Déjà à l'école primaire, secondaire, à l'université, on leur parle de la santé. Et à ce moment-là, ils seront capables de préserver la santé de leur micro-environnement. Quand je préserve la santé de ma parcelle, vous préservez la santé de votre parcelle, nous préservons la santé de notre rue, ainsi de suite, et ça sera le pays, ça sera le continent, et ça sera le monde entier. Merci beaucoup, professeur Massoumo. C'est moi qui vous remercie, madame. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu le professeur Justin Massoumo. Il est directeur exécutif de CIRGES, Centre interdisciplinaire de gestion des risques sanitaires, mais il est également chercheur à l'INRB. Le professeur Massoumo, l'invité de Top Santé d'aujourd'hui, est aussi doyen de la faculté de médecine vétérinaire à l'UPEN, Université pédagogique nationale. Avec lui, nous avons parlé de l'impact de l'environnement sur la santé humaine. Il se dégage que l'homme reste le principal facteur qui déstabilise l'écosystème, mais avec une conscientisation, avec une prise de conscience, on peut arriver à changer la situation. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique coordonnée par Miguel Mena. Merci à Dani Zayobi et à Patrick Mongongo qui ont assuré la partie vidéo. On se retrouve pour un nouveau numéro lundi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.